On commence, Olivier, avec une nouvelle escalade au sud Liban. Oui, avec un officier et 2 soldats israéliens qui ont été grièvement blessés dans la nuit de vendredi à samedi par un drone explosif du Hezbollah. Les 3 hommes membres de l'unité Yahalom opéraient au sud Liban. Et les 3 soldats ont été évacués vers l'hôpital Rambam de Haïfa. 2 sont toujours dans un état grave et le 3e est désormais dans un état modéré. Israël accuse le Hezbollah d'avoir violé le cessez-le-feu en attaquant des soldats israéliens qui opéraient dans la zone de sécurité au nord de la frontière. Tzahal a immédiatement riposté en frappant un important quartier général du Hezbollah dans la localité d'Al-Ansar. Oui, l'armée israélienne a annoncé avoir éliminé Ali Hassan, un commandant du bataillon de la force Radwan, l'unité d'élite du Hezbollah. Selon Tzahal, c'est lui qui avait ordonné l'attaque contre les soldats israéliens. Mais cette frappe a fait de nombreuses victimes. Selon le ministère libanais de la Santé, 11 personnes ont été tuées dans les différentes frappes israéliennes de samedi, parmi lesquelles des femmes et des enfants. L'armée accuse Ali Hassan d'avoir utilisé sa propre famille comme bouclier humain. Et Tzahal affirme que la famille du commandant du Hezbollah se trouvait avec lui à l'intérieur du quartier général militaire et qu'elle n'était pas visée, bien entendu. Et eh bien Olivier, les États-Unis ont aussi réagi très fermement. Avec le porte-parole du département d'État, le Hezbollah porte l'entière responsabilité de la présence israélienne sur le territoire libanais. Washington estime que c'est précisément pour cette raison que le mouvement chiite doit être désarmé et démantelé. Le département d'État va même plus loin en présentant le Hezbollah comme le principal obstacle au redressement économique du Liban, à son image internationale et à sa stabilité. Mali et Liel Yachalomi ont finalement été retrouvés en Argentine une semaine après leur mystérieuse disparition qui avait suscité une forte inquiétude en Israël. Tout à fait, et l'enquête révèle aujourd'hui que la mère et la fille avaient minutieusement préparé leur disparition depuis près d'1 mois. Elles sont parties d'Israël pour Prague, elles avaient ensuite rejoint Vienne, puis l'Allemagne, avant de prendre un vol de Francfort pour Buenos Aires, où elles auraient donc volontairement cherché à brouiller les pistes et n'avaient rien dit à leur famille. Elles ont donc finalement été localisées dans un autobus en Argentine par la police. Reste maintenant une grande question. Pourquoi, Olivier, ont-elles voulu disparaître ? Une question que tout le monde se pose ce matin en Israël. La piste de difficultés financières est examinée, mais leur dette bancaire serait relativement faible. La Banque de Jérusalem où travaillait Mali dément par ailleurs toute suspicion de détournement de fonds. Et la piste de difficultés financières, donc, comme je l'ai dit, examinée. Et les enquêteurs n'excluent pas non plus des problèmes familiaux qui auraient pu pousser la mère et la fille à vouloir disparaître et couper totalement les ponts avec leur entourage. À Jérusalem, la météo a réservé une véritable surprise en plein mois d'août. Avec des fortes pluies hier pendant le Shabbat qui se sont abattues sur Jérusalem et sur aussi Malé Adoumim, Gush Etzion et sur le nord du Golan. À Jérusalem, plusieurs quartiers ont été touchés par des inondations et des secours ont dû même intervenir auprès d'habitants bloqués dans des maisons ou des véhicules. Selon le service météorologique israélien, il s'agit d'un phénomène historique. La région de Jérusalem n'avait pas connu de telles précipitations en juillet ou en août depuis le début des relevés, c'est-à-dire il y a environ 150 ans. Et puis Olivier, nous terminerons avec des dizaines de milliers de fidèles qui se sont rassemblés cette nuit au Kotel à Jérusalem pour les premières slichot de l'année. Tout à fait, à l'approche de Rosh Hashanah avec l'entrée du mois d'Elul, les slichot ont donc officiellement commencé au Kotel face à l'affluence attendue cette année. 19 grandes soirées de slichot seront organisées au Kotel avec Razan, sonorisation, écran géant installé autour du site pour permettre au plus grand nombre de participer. Et puis si vous ne pouvez pas venir à Jérusalem, les slichot seront également retransmis chaque soir en direct sur le site de la Fondation du patrimoine du mur occidental et sur les réseaux sociaux. Le prochain grand rassemblement est prévu pour jeudi soir 20 août à 0h15, très exactement.
Alors on va revenir sur cette météo qui nous a surpris hier puisque la pluie est tombée en plein milieu du Shabbat avec, comme on a vu, des inondations dans certains quartiers de Jérusalem. Le ciel aujourd'hui sera partiellement nuageux avec des températures globalement de saison. À partir de la mi-journée, des pluies locales et quelques orages restent possibles, principalement dans l'est du pays. Attention, il y a des risques de crues dans les cours d'eau du désert de la Judée et de la mer Morte. Les températures prévues aujourd'hui, il fera jusqu'à 30 degrés à Haïfa, 31 à Tel Aviv, il fera 31 degrés aussi à Jérusalem, 36 à Beersheva et 41 degrés à Eilat. Nous allons donc revenir sur la tension qui monte à nouveau au sud Liban. 3 soldats israéliens qui ont été grièvement blessés par un drone explosif du Hezbollah. Israël a riposté en éliminant un commandant de la force Radwan. Mais au-delà de cet échange de tirs, cet incident pose plusieurs questions sur les capacités militaires que conserve aujourd'hui le Hezbollah et sur l'efficacité du renseignement israélien et surtout sur le risque d'une nouvelle escalade. Pour parler de tous ces sujets, nous sommes ce matin avec Meir Dayan. Meir, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour tout le monde. Alors, on va d'abord, avant de parler de ce qui se passe sur le Sud-Liban, revenir un peu sur ce qui s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi, et en plus après de la riposte israélienne, avec d'abord ces drones qui ont touché 3 soldats israéliens. Tout d'abord, il ne s'agit pas d'aggravement des situations. C'est un résultat d'une pression qui est mise sur cette région depuis plus de 2 mois. À l'intérieur de cette colline, il y a des tunnels hyper bien organisés de tous les points de vue, munitions, tout ce qu'il faut. Et ils résistent là-bas sur place. On était au point d'éliminer cet endroit le temps que les États-Unis ont mis la pression à ce qu'on arrête. Donc ils sont cernés, mais on a refusé d'évacuer, chose qui est claire. Car c'est le dernier point avant Nabatieh. Nabatieh, c'est le capital terroriste du Sud. Et c'est la dernière ligne avant Nabatieh. Alors, donc, cet endroit est cerné. Il y a quelques dizaines de terroristes à l'intérieur et ils essayent par tous les moyens de sortir. Quelques-uns qui ont essayé ont été éliminés. Et au fur et à mesure, on fait des démarches afin de conclure cette situation par aller là-bas sur place et exploser ou faire d'autres choses. Et voilà, c'est ça qui est arrivé avant-hier, durant la nuit. Des forces ont approché. Ils ont envoyé un drone explosif et voilà le résultat. Donc, ça a fait qu'on était obligé d'agir sévèrement. Oui. De riposter. Lors de ces ripostes, il y a eu bien sûr un commandant du Hezbollah qui a été tué. Ah et oui, aussi, ça oui, grâce à Dieu. Et aussi des civils qui se trouvaient, bien sûr, avec le commandant et visiblement qui servaient de protéger le commandant. La question qui se pose quand même, c'est que ça nous apprend beaucoup sur les capacités militaires du Hezbollah aujourd'hui. Et on est parfois peut-être étonné de voir qu'il est encore capable de mener des opérations contre Tsahal. Mais je crois que c'est étonnant le contraire, car il présentait une puissance et une force extraordinaire, la force Radwan, la force ci, la force ça. Ils sont où tous ces gens? Ils sont tous en train de s'abriter à la Dahia, à côté de Beyrouth. Et les quelques-uns qui sont encore dans le sud, on les voit rarement. C'est vrai qu'il y a des dégâts, ça je nie pas, et chaque blessé, chaque mort qu'on a est compté, et très 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 sévèrement compté. Mais à côté de ça, quand on se rappelle le 6 octobre, le volume de la présence du Hezbollah par rapport à aujourd'hui, c'est pratiquement rien, c'est des débris. Ils sont encore là-bas. Il faut pas entrer dans une euphorie, mais ça n'a rien à voir avec ce qui était le 6 octobre.
on en est justement du démantèlement du Hezbollah au sud Liban. On sait que c'est une des conditions qui a été posée par Israël et par les États-Unis justement pour un retrait d'Israël du sud Liban. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel on avance? Est-ce quelque chose qui Je l'ai toujours dit et je le répète, rien ne se passera tant qu'il n'y aura pas de forces étrangères qui vont intervenir pour appuyer l'armée libanaise. Et je rappelle à nos audiences que l'armée libanaise est construite par 60% des chiites. C'est-à-dire, c'est des cousins et des liés de Hezbollah. Donc, le complexe est très, très, très difficile. Mais à côté de ça, pour une première fois depuis 50 ans, il y a un gouvernement libanais qui a plus ou moins du courage à dire des choses et peut-être on va les pousser à faire des choses. Et donc, il faut les encourager car c'est notre seule issue de cette situation. Finalement, c'est leur pays, c'est leur indépendance. Ils doivent prendre leurs responsabilités et faire en sorte à ce qu'il n'y aura aucun accrochage avec nous, car on n'a aucun conflit avec le Liban. Donc, il faut les encourager, il faut les aider au maximum, mais sans l'appui des nations étrangères, rien ne se passera là-bas. Ce sera toujours l'armée israélienne qui devra maintenir l'ordre. Les négociations qui se déroulent actuellement entre le Liban et Israël par l'intermédiaire des États-Unis, vous pensez que c'est une chose positive? Tout d'abord, le fait que ça existe, c'est très positif. Il y a des négociations entre des délégations libanaises et israéliennes. C'est toujours positif qu'on en parle. Est-ce que c'est actif? Est-ce que ça a des résultats? Pour l'instant, non. Mais bon, comme je dis tout à l'heure, est-ce qu'on a un autre moyen, à part d'y rester là-bas sur place comme des... Et non, on n'a pas aucun intérêt de rester sur le terrain libanais. On les connaît très bien depuis des dizaines d'années. On n'a aucune envie et c'est à eux de prendre leurs responsabilités et à nous d'agir au cas où ça s'aggrave. Qu'est-ce qui pourrait justement faire que le Liban fasse un pas de plus vers le démantèlement du Hezbollah? Est-ce que ce sont ces rapports avec l'Iran qui permettront peut-être de couper justement ces rapports avec l'Iran, qui permettront peut-être une évolution dans ce pays? Ben, pour une fois, on voit clair et net à quel point l'Iran se bat pour garder la position de Hezbollah indépendant. Dans toutes les négociations avec les États-Unis, ils n'arrêtent pas de réclamer, de lier le calme en Iran et au Liban, au Hezbollah, de même façon. Alors, pour une fois, c'est clair. Donc, je ne sais pas si vous réalisez, mais il s'agit des Libanais des traîtres. Ils servent des intérêts de l'Iran à l'encontre des intérêts de leur propre pays. Mais bon, aujourd'hui, le trajet chiite entre l'Iran direct à travers l'Irak et la Syrie jusqu'au Liban, il est complètement interrompu et il n'existe plus. À droite et à gauche, il y a encore des convois qui passent, des trafics de frontières, mais bon, ça n'a rien à voir de ce que ça a été auparavant. Et donc, aujourd'hui, ils ont de moins en moins de support iranien, point de vue financier, point de vue munitions et autres. Ça, c'est un. Deux, le gouvernement libanais s'est exprimé là-dessus. Il a même évité l'arrivée d'une délégation iranienne il y a quelques mois. Donc, ils sont très clairs là-dessus aussi. Ils comprennent qu'ils ont besoin de regagner leur indépendance, c'est clair. Ils sont au bord d'une guerre civile que personne n'en veut. Donc il faut qu'ils prennent leur indépendance totale par rapport à l'Iran. Tout à fait. Et donc, c'est encore, je le répète, c'est à nous de les aider au maximum possible. Donc, faire d'un côté notre travail, d'un autre côté, d'essayer de ne pas les embarrasser de trop. Je voudrais qu'on parle, pour terminer, de la situation dans la bande de Gaza, où on voit aussi que certaines tensions reviennent. Tous les jours, pratiquement, il y a des cas où l'armée israélienne est obligée d'intervenir.
mais on voit aussi que d'un autre côté, les États-Unis font beaucoup de pression pour que Israël se retire de la bande de Gaza, mais Israël le refuse tant que le Hamas n'est pas démantelé. On a l'impression aussi que l'armée a les mains liées aujourd'hui avec ces nouvelles procédures qui ont été mises en place où il faut demander l'autorisation des supérieurs avant de tirer, etc. Vous pensez que ça met en danger les soldats israéliens ? Tout d'abord, le fait qu'on est stagné dans des situations pareilles, c'est toujours un danger. Toujours. Une armée, c'est quelque chose, c'est un corps actif. Il ne doit pas rester sur place, jamais. Du moment où il reste sur place, ça devient, on a des victimes et ça devient mauvais. Deuxièmement, la façon dont la presse présente la situation n'est pas réelle, n'est pas vraie, car on n'est pas limité dans nos actions, dans nos réactions à la bande de Gaza, ni au Liban d'ailleurs. On le fait avec attention beaucoup plus précise pour ne pas exploser la situation, mais il n'y a aucun malentendu entre nous et les Américains par rapport à la façon dont ça doit se passer, et au Liban et à la bande de Gaza. Il est clair que tant que le Hamas n'est pas désarmé, on n'a aucun pas à faire. Okay? On n'a jamais cessé de maintenir la ligne jaune comme il fallait, et au fur et à mesure, avec le temps, comme il fallait changer un peu de position de la ligne jaune, on l'a fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est presque à 70% de terrain de la bande de Gaza avec 100% de contrôle, et dès qu'ils approchent, on réagit. Mais ils sont là-bas, il y a 2 millions de Gazaouis, là-bas sur place, qui ont une idéologie de Hamas. Ouais. C'est rien de nouveau. Et le problème est toujours là. Et tant qu'il n'y aura pas une entrée des armées étrangères, comme je l'ai dit au Liban, c'est pareil à la bande de Gaza. Il faut une intervention étrangère, armée, qui maintient l'ordre et qu'au fur et à mesure rentre dans un trajet de rééducation, reconstruction. Il faut comprendre que c'est vrai, c'est malheureux de voir 2 millions d'habitants habiter dans des temps, dans des conditions inhumaines, et c'est à eux de faire les pas pour changer. Alors, le fait qu'ils ont déclaré, oui, on est d'accord avec les 15 points de Trump, c'est sympa, mais où est l'action? Ils ne font pas. Et surtout, on parle de désarmement du Hamas, et on voit que dans la réalité, c'est pas un réel désarmement, que en fait, c'est de passer les armes d'un côté à l'autre. Ils voulaient gagner politiquement par des déclarations, chose qu'ils nous ont fait une embuscade sympathique. Mais bon, en fin de compte, il y a des actions. Et où est le désarmement? On ne le voit pas. Où est la façon de s'organiser pour le faire? On ne le voit pas. Et tant qu'on n'aura pas ça, on ne bougera pas, c'est clair et net. À côté de ça, je rappelle à tout le monde, on n'a aucune envie de rester à la bande de Gaza. Ça ne nous intéresse absolument pas, c'est leur problème. Mais bon, il faut ramener des solutions pour pas que dans 5, 10, 15 ans, on va rencontrer un nouveau Sinois ou un nouveau Hamad Def. Très bien. En tout cas, merci Meir. D'ailleurs, vous êtes colonel de réserve. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette analyse. Bonne journée à vous. Imaginez, vous créez une encyclopédie. Elle devient l'un des 10 sites les plus visités au monde et 25 ans plus tard, elle vous bannit à vie. C'est l'histoire de Larry Sanger. Le 22 juin, Wikipédia a banni définitivement son propre cofondateur, l'homme qui a inventé le nom Wikipédia. Il n'a plus le droit d'y modifier une virgule. Qu'est-ce qu'il a fait de si grave, me direz-vous? Il a proposé un projet de diversité intellectuelle, réintroduire dans l'encyclopédie des points de vue marginalisés, conservateurs, religieux, pro-israéliens. Il en a parlé sur X à ses abonnés. Wikipédia appelle ça du recrutement extérieur, bannissement définitif. Le problème, c'est les 2 poids 2 mesures. Des groupes militants organisent de véritables formations pour orienter Wikipédia et personne ne les sanctionne. Le Point, dans une enquête récente, a même infiltré une formation d'urgence Palestine conçue pour ça. Eux, pas de problème. Sanger, lui, est banni. Et nous, ça nous concerne directement. Depuis le 7 octobre, Sanger parle d'un antisémitisme presque
institutionnalisé sur Wikipédia. Un exemple, la page génocide de Gaza en anglais a longtemps présenté le génocide comme un fait établi, pas comme une accusation débattue, comme un fait. C'était tellement énorme que Jimmy Wales, l'autre cofondateur, est intervenu lui-même pour faire verrouiller la page. Et un rapport de l'Anti-Defamation League a identifié une trentaine d'éditeurs qui se coordonnent pour imposer un narratif anti-israélien. Alors posez-vous la question, qui dirige Wikipédia ? Accrochez-vous. Sur la version anglophone, 62 comptes à peine consentent les pouvoirs les plus sensibles. Sur ces 62, 9 affichent leur vrai nom. Tous les autres sont anonymes. Une poignée d'inconnus décide de ce qui est vrai pour des milliards de lecteurs. Et j'insiste, des milliards. Parce que Wikipédia ne nourrit plus seulement vos recherches Google, elle nourrit les intelligences artificielles. Quand vous posez une question à ChatGPT, une partie de la réponse vient de Wikipédia. Celui qui oriente Wikipédia aujourd'hui programme les réponses de l'IA de demain. Sanger le dit d'une phrase, le pouvoir de définir la réalité est presque un pouvoir de gouverner. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Sanger propose 2 choses simples. 1, la transparence, que les administrateurs les plus puissants révèlent leur identité. 2, continuer à contribuer, donner de votre temps et rééquilibrer les articles. Mais arrêtez de donner de l'argent à la fondation qui collecte 200 millions de dollars par an, qui en reverse une partie à ces associations militantes. C'est ce que nous pouvons retenir, c'est qu'aujourd'hui Wikipédia reste un outil extraordinaire, mais il faut la lire comme on lit un journal, en se demandant qui écrit. Parce qu'un pouvoir qui définit la réalité, exercé par des anonymes que personne n'a élus, ça, ce n'est plus une encyclopédie, c'est un enjeu démocratique. Et nous commençons cette revue de la presse avec les tensions au Sud-Liban et ce que certains commentateurs appellent le piège libanais. Et selon Yoav Limor dans les Israël Hayom, Israël se trouve aujourd'hui dans une situation très contraignante. D'un côté, des négociations sont en cours avec Beyrouth sous médiation américaine. Et de l'autre, le Hezbollah conserve la capacité d'attaquer quand il le souhaite et de provoquer une nouvelle escalade. L'attaque au drone contre les soldats israéliens en est selon lui l'illustration parfaite. Israël riposte, mais sous de fortes contraintes américaines et internationales, surtout lorsque les frappes font des victimes civiles. Résultat, la marge de manœuvre de Tsahal est très réduite, alors que les soldats présents au sud-Liban restent, eux, exposés en permanence. Et pour Yoav Limor, donc dans le quotidien, le problème de fond est simple. Tant que le Hezbollah reste armé et capable d'agir de façon autonome, aucune négociation entre Israël et le Liban ne peut garantir un véritable retour au calme. Politique à présent avec demain auront lieu les primaires au Likoud, des sondages internes qui inquiètent particulièrement Binyamin Netanyahou. Et c'est Amit Segal de la chaîne 12 qui a révélé hier que selon des sondages internes présentés à Binyamin Netanyahou, une place trop élevée de Tali Gottlieb, la députée sur la liste, pourrait faire perdre au Likoud entre 2 et 3 sièges aux élections générales. Problème donc, Gottlieb est justement très populaire auprès de la base. Près de 40% des électeurs du Likoud interrogés la considèrent comme l'une des 3 personnalités qui doivent absolument figurer sur la liste. Netanyahou aurait qualifié ces chiffres de préoccupants, mais refuse officiellement d'intervenir contre elle. Et derrière Tali Gottlieb, pour Amit Segal, c'est toute la bataille pour l'identité du prochain Likoud qui se joue. Une liste très idéologique portée par la base ou une liste plus modérée permettant à Netanyahou de reconquérir les électeurs au centre droit. Pour Amnon Lord du Israël Hayom, ces primaires sont une démonstration de démocratie et surtout de transparence. Il défend les militants du Likoud, souvent caricaturés selon lui comme les électeurs obéissant aveuglément à Netanyahou. Il décrit au contraire comme des électeurs rationnels, principalement occupés par des questions de sécurité, de souveraineté et d'identité nationale. Pour lui, dans le Israël Hayom, une forte participation montrerait que malgré les sondages difficiles, les divisions internes et les critiques contre Netanyahou, la base du Likoud reste mobilisée à quelques semaines des élections générales. Et bien évidemment, toute la presse israélienne revient ce matin sur ce qui reste le grand mystère de l'affaire Mali Eliel Yahalomi.
La police a réussi à retrouver la mère et la fille en Argentine après une enquête de grande ampleur mobilisant près de 300 enquêteurs et spécialistes du renseignement. Et plus les éléments s'accumulent, plus une chose est claire, leur disparition avait été préparée d'avance. C'est en tout cas ce que nous dit ce matin le Yediot Aharonot. Les deux femmes seraient passées par la République tchèque, l'Autriche, l'Allemagne, avant de rejoindre l'Argentine. Puis un autre élément, Mali avait retiré environ 14 000 € en ligne avant le voyage. Une fois retrouvées, les deux femmes ont expliqué être parties de leur plein gré. Aucun délit n'ayant été constaté et aucune menace ne pesant sur elles, elles ont été autorisées à poursuivre sur la route. Le Yediot ajoute que c'est là que commence le mystère derrière le mystère. C'est le titre du Yediot ce matin. Pourquoi une mère et sa fille ont-elles décidé d'abandonner leur vie, de couper les ponts avec leur famille et d'organiser avec autant de soin leur disparition? Pour l'instant, même la police n'a pas de réponse. La famille de Emnot Kasso, une petite fille qui a disparu depuis 2 ans et demi, a réagi, elle, avec beaucoup d'amertume à la découverte de Mali et Liel Yahalomi. Les parents de la petite Emnot rappellent que leur fille âgée de 9 ans au moment de sa disparition est introuvable depuis 902 jours. Et ils dénoncent ce qu'ils considèrent comme une différence de traitement. Pour retrouver Mali et Liel, disent-ils, la police a mobilisé des centaines d'enquêteurs, suivi leurs pistes à travers plusieurs pays et engagé les moyens de l'AV 433. Pour Emnot, affirme-t-il, tout n'a pas été fait et la famille demande désormais que l'enquête soit transférée au Shin Bet et accuse la police de ne pas les tenir suffisamment informés. Et à 16 jours de la rentrée scolaire, une étude de l'université Bar-Ilan met en lumière les énormes inégalités entre les municipalités israéliennes en matière d'éducation. C'est le Yediot qui révèle cette étude. L'État tente bien de corriger les écarts en donnant davantage aux villes les plus défavorisées, mais ces efforts sont largement annulés par les budgets supplémentaires que les municipalités riches peuvent investir elles-mêmes dans leurs écoles. Exemple frappant, à Ramat Gan, par exemple, l'investissement municipal par élève est plus de 5 fois supérieur à celui de Tibériade. Et cela change tout. Dans les villes favorisées, on finance les filières d'excellence, les écoles spécialisées, des espaces d'apprentissage modernes ou encore la préparation aux examens du bac. Dans les villes les plus pauvres, la priorité sont beaucoup plus basiques, réparer les bâtiments, nourrir les enfants ou aider ceux qui risquent de décrocher. Les chercheuses de l'université de Bar-Ilan proposent donc de revoir totalement le système de financement et même de limiter la possibilité pour les municipalités les plus riches d'ajouter sans limite de l'argent à l'éducation. Car, disent-elles, à ce rythme, ce ne sont plus vraiment les mêmes chances que l'on offre à tous les enfants israéliens. On termine cette revue de la presse avec une météo totalement improbable pour le mois d'août. Après des pluies records de samedi à Jérusalem et dans le désert du Judée, de nouvelles averses et des orages sont attendus aujourd'hui, principalement dans le pays. Et le Maariv nous ajoute que le risque de crue est particulièrement important dans les cours d'eau du désert de Judée et autour de la mer Morte. La police a donc renforcé son dispositif et demande aux automobilistes d'éviter les zones à risque. Même consigne du côté de l'autorité de la nature et des parcs, interdiction absolue de pénétrer dans les lits de rivières en crue. Bref, en plein mois d'août en Israël, on ne parle pas seulement de chaleur, mais aussi de pluie, d'orage et de risque d'inondation. On va parler à présent de cette disparition plutôt surprenante et intrigante, l'histoire de Mali et Liel Yahalomi, qui a tenu Israël en haleine pendant une semaine. Mali, 50 ans, et sa fille Liel, 23 ans, quittent Israël le 4 août pour Prague. Et officiellement, c'est un voyage organisé par Liel pour les 50 ans de sa mère. Elles poursuivent ensuite leur route vers Vienne, puis soudain,
plus rien. Le dernier signal de leur téléphone est repéré près d'une gare de Vienne. Elles ne prennent pas le vol de retour pour Israël et les téléphones ne répondent plus. La famille s'inquiète et l'affaire prend rapidement une dimension nationale. La police mobilise près de 300 enquêteurs et spécialistes du renseignement et progressivement, les enquêteurs comprennent qu'ils sont probablement pas face à une disparition accidentelle, mais à un départ soigneusement préparé. Les deux femmes avaient acheté des téléphones de remplacement, elles avaient effacé des applications de données, elles auraient également tourné des vidéos à Vienne avant de les envoyer plus tard à leur famille, alors qu'elles avaient déjà quitté la ville pour donner l'impression qu'elles s'y trouvaient encore. Autre élément qui intrigue les enquêteurs, avant son départ, Mali avait retiré environ 14 000 € en liquide. Et quelques jours avant le voyage, Liel avait écrit à sa mère « J'irai avec toi partout ». Un message qui a renforcé l'hypothèse d'un projet préparé à deux. Leur itinéraire est finalement reconstitué. Après Prague et Vienne, elles passent par l'Allemagne, prennent un vol de Francfort pour Buenos Aires et poursuivent leur route en autobus. Et c'est là, vendredi, qu'un représentant de la police israélienne les retrouve en Argentine, vivantes, en bonne santé et surtout parties de leur plein gré. Après un bref échange destiné à vérifier qu'elles n'étaient ni menacées ni victimes d'un acte criminel, elles ont été autorisées à poursuivre leur route. La piste d'un détournement d'argent lié au travail de Mali à la Banque de Jérusalem a été, elle, écartée. Et pourtant, malgré tous les moyens déployés pour comprendre comment elle avait disparu, les enquêteurs ne savent toujours pas ce qui les a poussés à partir. Mais finalement, la question la plus intéressante, ce n'est pas de savoir comment elles ont disparu, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi deux personnes décident-elles un matin de quitter leur vie, de ne plus répondre à leurs proches, de laisser derrière eux leur famille, leur travail, leurs habitudes et de partir sans dire où elles vont ? Dans leur cas, nous aurons peut-être la réponse un jour. Mais cette histoire rappelle aussi une réalité beaucoup plus douloureuse. Toutes les disparitions ne se terminent pas dans un autobus en Argentine. Il y a des familles qui attendent pendant des années. Un enfant, un conjoint, un frère, une sœur qui sort un matin et qui ne revient jamais. Pas de corps, pas d'explication, parfois même pas le moindre indice. Et pour les proches, c'est une situation particulièrement cruelle parce qu'il est impossible de faire véritablement son deuil lorsque subsiste toujours cette petite possibilité. Peut-être est-il encore vivant quelque part. Chaque appel inconnu peut alors devenir un espoir. Chaque témoignage, une piste, chaque personne aperçue dans une rue, sur une photographie ou une caméra de surveillance peut faire renaître l'idée que peut-être cette fois, on va enfin savoir. Dans l'affaire Yahalomi, il y a heureusement eu cette fin et cette fin heureuse. Mali et Liel ont été retrouvées. Elles sont vivantes, elles ont choisi de partir et puisqu'aucune infraction n'a été constatée, et elles ont aussi le droit de ne pas expliquer publiquement pourquoi. Il reste donc un mystère, mais pour leur famille, le mystère essentiel, lui, est résolu. Elles sont en vie. Et dans une affaire de disparition, c'est parfois la seule réponse qui compte vraiment.